Donc, bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Victor, je suis développeur dans les grands sens du terme, je fais plein de choses différentes, je fais du front-end, du back-end, du dev-jeu, je suis curieux, simplement, je suis curieux. Et du coup, aujourd'hui, je suis là pour vous présenter un retour d'expérience en fait sur mon projet de fin d'études, qui était un projet que je vais vous présenter là tout de suite. Tout d'abord, je vais présenter la personne avec qui je l'ai faite, mon ami Pierre Charles, qui a déménagé loin là-bas dans cette contrée de Montpellier. Avec lui, on a fait du bon travail, je pense. On s'est bien battu pour atteindre ce qu'on voulait. Et voilà, nos handles Twitter, si jamais vous voulez nous retrouver. Donc, le cadre de ce projet. Le projet, on lui a donné un petit nom, il s'appelle Tweetscape. Euh, il était fait dans le cadre donc, de notre école qui s'appelle l'IMAC, une école d'ingénieurs créatifs d'une manière générale. On fait plein de trucs différents. Le concept, il est assez simple. On voulait faire une timeline Twitter en 3D avec des tweets en temps réel, bon finalement en pseudo temps réel et en réalité virtuelle. Ce besoin, il est né d'un quelque chose d'assez simple en fait, de la contrainte née la créativité. On avait plusieurs projets à rendre, un projet de réalité virtuelle, un projet de web. On s'est dit pourquoi pas faire les deux en même temps et du coup c'est ce qu'on a fait. Euh, on a été un peu précurseur sur le stack qu'on a utilisé. En fait, quand on a commencé le projet, donc c'était en janvier 2016, 16-17, je sais plus, janvier 2017. On a voulu utiliser Vue.js parce qu'on savait l'utiliser tous les deux, c'est ce qu'on avait appris jusque-là. Et A-Frame, donc qui est une librairie JavaScript, dont le but est de pouvoir, enfin que je vais vous présenter plus en détail juste après. Le but en fait, c'est de pouvoir générer un graphe de scène comme on ferait dans un moteur de jeu à partir de binding JavaScript. On a eu une petite récompense qu'on a beaucoup appréciée. Donc il y a un petit tweet d'Evan Yu, qui est le créateur de Vue.js, qui nous a fait un petit shout-out qui nous disait Holy crap, this is cool. Et on était vachement heureux à ce moment-là. Voilà, pour dire pour la petite satisfaction personnelle. Du coup, je vais commencer par un petit point. Est-ce que le futur de la VR, il pourrait pas se trouver dans le web? Aujourd'hui, les navigateurs, on est d'accord que c'est quasiment des OS. On a tellement de choses qui sont disponibles sur les navigateurs, des dizaines d'API pour faire des dizaines de choses différentes. Et est-ce que dans ce qu'on possède aujourd'hui, on ne trouverait pas notre compte pour réaliser ce qu'on a envie de faire aujourd'hui? Tout d'abord, parlons un peu de support de la VR sur le web. On a des performances qui sont quasi natives. On a d'abord le support de WebGL. WebGL, c'est évidemment l'API la plus importante dans l'histoire, puisque le but, c'est de faire du rendu d'image. La synthèse d'image, c'est extrêmement gourmand en performance. On a inventé des hardware qui sont dédiés pour ça, des cartes graphiques. Et du coup, on a fait des langages pour envoyer des instructions à ces cartes graphiques qui s'appellent notamment OpenGL. En l'occurrence, WebGL, c'est une API qui va être par-dessus OpenGL ES. Aujourd'hui, WebGL 2, c'est OpenGL ES 3.0, donc c'est des standards relativement récents. On a accès à beaucoup d'API natives OpenGL, comme on pourrait avoir sur du dev C++ classique, par exemple. Euh, on a tout un tas d'outils par-dessus, notamment FreeJS, évidemment la librairie la plus connue pour faire du rendu OpenGL, enfin du rendu WebGL. En second, en fait, ensuite, on a l'API WebVR. L'API WebVR, c'est évidemment ce qui va nous permettre de faire de la réalité virtuelle au sein d'un navigateur. Son but, c'est principalement de supporter le matériel de VR. Alors, c'est un peu large comme terme, matériel de VR, évidemment, parce que on a, il n'y a pas que des casques et des manettes. Aujourd'hui, on a des tonnes de matériel différents qui servent à améliorer l'expérience de réalité virtuelle. Notamment par exemple des combinaisons haptiques à retour de force. On va pouvoir avoir, je sais pas, ce qu'on a vu par exemple des systèmes comme cela qui sont pas exactement manuels mais qui peuvent exister aujourd'hui avec des systèmes de moteurs complexes. Pourquoi pas avoir ça un jour? Mais du coup, c'est quand même une spec à concevoir qui serait très complète. Donc aujourd'hui, on supporte les casques principaux, donc Oculus Rift, Vive et le cardboard, même si le cardboard c'est juste finalement sur son téléphone avoir deux rendus différents. Faut pas oublier que la réalité virtuelle, c'est qu'on fait deux rendus pour une image. Un rendu, c'est déjà extrêmement long, alors si on doit en faire deux et ensuite maintenir un framerate, donc un nombre d'images par seconde suffisamment correct pour pas percevoir de gêne en fait dans le visuel, il faut beaucoup de puissance. Donc dans l'histoire, il faut beaucoup de performance. Le troisième point, il est un peu ambigu aujourd'hui, c'est WebAssembly. Il y a beaucoup de travail qui est fait là-dessus, mais il y a
Oui, effectivement, Talk Best of Web, c'est maintenant. Excusez-moi. Hop. On a du besoin qui est encore un peu ambigu aujourd'hui. C'est pas encore présent dans beaucoup de navigateurs et ça va être nécessaire pour tout ce qui est algo très gourmand. Donc par exemple les moteurs physiques, les moteurs de particules, le pathfinding, enfin des algos qui sont assez gourmands et dont on a besoin pour faire des jeux assez complexes aujourd'hui. En ce qui concerne le support de la VR sur le web, mais plus d'un côté outils qu'on possède pour faire de la VR, enfin pour faire des applications interactives de manière générale, on a des API HTML5, une pléthore d'API, en fait, je les ai absolument pas toutes listées, mais celles qui me paraissaient un peu importantes ici, vous les ai mises. Le UAPI pour pouvoir générer du son, par exemple, simplement lire du son. L'API full screen, c'est intéressant, c'est obligatoire sur un téléphone de pouvoir full screen si jamais on veut pouvoir afficher de le mettre dans un cardboard. Sur un navigateur pour avoir une application en plein écran pour l'immersion, c'est quand même assez primordial, même si dans le cadre même si on a un casque VR sur la tête, on aura pas forcément, 1, 2, 3, pas forcément le besoin. Tout ce qui est orientation du device, pour le cardboard notamment, c'est utile car ça nous permet de pouvoir détecter les mouvements de la tête, les inclinaisons, etc. Une API que j'ai découvert finalement il n'y a pas si longtemps que ça, la Gamepad API, en fait on peut brancher des contrôleurs de jeu tout simplement sur un navigateur. D'ailleurs ça a été une controverse un peu, j'en parle là tout de suite, sur Electron, ça permet d'avoir des exports un peu natifs d'applications interactives qui sont assez simples à lancer et qu'on peut retrouver assez facilement. Tout le monde peut lancer une application Electron parce qu'il y a un Chromium bundle dans chacune des applications et du coup ça fait qu'on a un driver Gamepad dans toutes les applications Electron qu'on bundle aujourd'hui. Euh, Juste un point sur le WebVR. Aujourd'hui, on supporte principalement donc ce qu'on appelle les casques à 3 degrés de liberté, donc Oculus Rift. Donc, typiquement, on peut juste simplement bouger sur les différents angles. Et les points à 6 degrés de liberté, les casques à 6 degrés de liberté, typiquement le Vive, on peut faire ce que j'ai dit avant, mais en plus se déplacer dans l'espace. Aujourd'hui, la VR dans l'open source, je vais pas dire ses balbutiements parce que ça fait quand même bien 2 ans que ces technos sont disponibles. RectVR, qui a quand même été poussé par Facebook, qui a fait parler d'elle quand c'est sorti, mais aujourd'hui on n'a plus trop entendu parler. Et A-Frame, donc la techno que je vais vous présenter aujourd'hui, qui est à la base soutenue par Mozilla, qui est faite quasiment. Il y a un gars qui bosse tout seul dessus, qui s'appelle Kevin Go, qui est vraiment super intéressant, qui est dispo pour répondre aux questions. Enfin, il nous a donné de la visibilité pour le projet quand on a discuté avec lui. Enfin, c'est vraiment très cool. Mais c'est toujours soutenu par Mozilla. Il fait ça de son côté, mais c'est pas incubé dans Mozilla en soi. Ça inclut FreeJS pour le render. Parce que c'est ce qu'il y a de plus évident, c'est une API que les gens qui font du rendu WebGL sur navigateur connaissent principalement. Et donc ça gère l'affichage pour beaucoup d'appareils de VR. Donc ce que je vous expliquais juste avant, donc les casques à 3 6 degrés de liberté, les manettes pour le Vive, pouvoir les déplacer dans l'espace, d'autres devices également, du Gear VR, du cardboard. Donc ça permet de faire tout ça. Voilà un exemple d'application qui a été réalisée sur A-Frame. Bon, c'est des polygones assez simples, mais on peut voir qu'on a quand même quelque chose de complet. On a une skybox, c'est les textures qu'on voit au fond. On a la capacité, on a une caméra qui suit les mouvements des manettes du casque. On a des modèles 3D, des particules, une GUI, enfin tout un tas de choses dont on a besoin finalement pour faire des applications interactives. A-Frame, comment ça marche? C'est assez intéressant parce que c'est DOM-like, c'est-à-dire qu'on va littéralement générer du DOM. On va créer des nœuds DOM avec une syntaxe, je vais vous la montrer tout de suite avant d'y revenir. Juste après, voilà, on va créer du DOM, on va avoir une scène et dedans on va avoir des entités. Ces entités auront des components. Donc les entités c'est ce que vous voyez en vert, les components c'est ce que vous voyez en bleu. Et donc il y a un troisième point que je vais aborder dans la slide juste après, qui est donc, enfin non, le point juste après d'ailleurs, qui est l'Entity Component System Pattern, qui est utilisé en fait par quasiment tous les moteurs de jeu aujourd'hui. Je prends l'exemple de Unity parce que c'est le moteur que les gens connaissent le plus. Mais Unity c'est ça, c'est vous avez des entités sur une scène dans un graphe. Vous allez leur mettre des components, ça peut être du comportement, ça peut être un rigid body, donc ce qui va permettre d'appliquer de la physique dessus, ça peut être le fait qu'il émette de la lumière, tout un tas de caractéristiques en fait. Le micro est un peu aléatoire, j'ai l'impression, non? C'est bon? Ok, j'ai l'impression d'avoir un retour bizarre. Donc tout un tas de caractéristiques qu'on va pouvoir ajouter à des entités. Et donc si on parle de composition, le côté fonctionnel de JavaScript s'y porte assez naturellement finalement.
on va pouvoir, c'est là qu'on va pouvoir repérer un petit peu un pattern, et on va voir que on va pouvoir créer des components, pas dans le sens de iframe, mais dans le sens euh, web component plutôt, par exemple les components de Vue.js ou de React. Et donc on va construire un scene graph. Donc à droite vous avez un screenshot du scene graph de Unity qui est absolument pas un truc que j'ai créé moi-même, que j'ai trouvé sur internet, qui finalement colle pas trop mal au projet que j'ai réalisé, donc des tweets dans une timeline finalement. Euh, c'est suffisamment un moteur de jeu, iframe en fait, il possède une communauté assez efficace finalement. Il y a un inspecteur pour une scène iframe en fait où on peut manipuler des objets. Je vous ferai une petite démo juste après. On peut voilà, bouger des objets dans l'espace, on peut s'amuser à les rotate. Et en fait, on peut tout ce qui sort de cet inspecteur, on peut le sérialiser, on peut le désérialiser, on peut s'en servir comme état de base de notre application. Tout un tas de choses qui rendent l'expérience assez agréable pour le développeur. Donc voilà, c'est ce que je vous présentais, donc comment on utilise iframe dans un document HTML. Il n'y a pas de magie, c'est vraiment on crée on tape dans notre fichier HTML des components comme ça, on leur donne tout ce qu'on a à faire, et ensuite le moteur de jeu va aller récupérer ce qu'il y a sur la scène, process tout ce qu'il y a à process, et afficher, faire le rendu sur l'écran. Il fait du rendu enfin un simple rendu, donc pas du double rendu pour la VR. Et dès qu'on branche du matériel de VR dessus, il va être capable donc de faire le rendu pour les deux écrans. Ce que vous voyez là, donc les components light, position, lookat. Light, position sont des components natifs dans iframe. Lookat par exemple, c'est un component qu'on peut importer, qui va faire simplement qu'un objet il va pour un point donné va être en permanence incliné vers ce point pour se tourner vers lui. Donc ça va permettre par exemple à une caméra de suivre un joueur où il se trouve sur une scène. Et évidemment, on peut créer ses propres components, ses propres entités à travers le framework des frames. Donc une petite démo rapide juste pour vous montrer. Hop, où est-ce que c'est? On va sortir de là. Ah, c'est là. Tac. Voilà. Hop. Je vous le refresh, vous voyez que ça se rend relativement rapidement. J'ai du contrôle avec ZQSD, je peux bouger avec la souris pour tourner la caméra. Si on avait du matériel de VR, ça se ferait tout seul, le tracking de la caméra. Et on a tout ce que possède un moteur de jeu, par exemple du raycasting. Vous voyez un petit cercle noir au milieu, et quand le rayon qui va partir de ce cercle vers ma scène va toucher ce cube, hop, une texture va être bindée sur le cube en question. Je vais avoir changé un simple attribut en fait dans un component, et je vais avoir donc mon cube qui va texturer. C'est une des interactions qu'on possède aujourd'hui, et il en existe vraiment des dizaines et des dizaines. La communauté est assez active. Il y a des components pour faire du multijoueur, pour faire vraiment des tonnes de choses, des courbes, tout un tas de choses assez compliquées à faire qui peuvent nous faciliter la tâche. Hop. Ok. Comment j'utilise Vue.js ou n'importe quel framework? En fait, je parle de Vue.js parce que c'est ce que j'ai utilisé, mais comment j'ai utilisé Vue.js, comment on a avec mon ami Pierre, pour cette application. Lui, évidemment, c'est fait pour générer du DOM classique à la base, les frameworks JavaScript, et du coup, lui, on va la fait naturellement à la faire en JS parce que c'est ce qu'il y a de plus simple. Par Vue, donc du HTML tout bête. Ça gère le routage, c'est pratique pour passer, par exemple, quand je vais vous montrer l'application, vous verrez qu'il y a une petite étape avant d'arriver au rendu WebGL. On peut s'en servir en fait pour gérer le state avec des librairies comme des équivalents de Redux, donc avec des systèmes de messages et de dispatch, et donc les appels réseau si besoin pour persister des états, pour récupérer des états, etc. Et également, Vue.js, on l'a utilisé en fait pour instancier les éléments dans la scène. Comme on instancierait par exemple à partir d'un tableau, on ferait un map sur le tableau et on pourrait render un ensemble de components. À la place de rendre du HTML, en fait, on peut render des éléments de ce type-là, par exemple des A-cubes. Je pourrais avoir un A-cube générique avec certaines props, par exemple une position de base ou alors une couleur de base. Ça nous permet d'avoir de la réutilisabilité assez facilement. Hop, oui, c'est ça. Faut pas oublier que rendre un jeu, une architecture de jeu de manière générale, c'est rendre un state. C'est marrant parce que c'est exactement ce qu'on fait avec les frameworks web. Du coup, ça colle pas trop mal. C'est assez naturel. Alors, j'ai mis ce point, juste Vue reste la seule entité à manipuler les données. C'est ce qu'on a fait dans notre projet, mais c'est pas forcément ce que je referai aujourd'hui parce qu'en fait, rappelez-vous, j'ai parlé d'Entity Component System Pattern. Les systèmes dans cette triade,
ce qui va en fait va par exemple connaître les éléments les présents sur votre scène et va les faire interagir entre eux. Ça a été un peu l'ambiguïté en fait dans ce projet. On savait pas qu'est-ce qui devait avoir la responsabilité de gérer justement cette interaction entre les objets. Mais du coup, est-ce que ça fonctionne? Bah écoutez, j'espère. J'ai fait en sorte que ça fonctionne tout à l'heure. On va espérer que ça remarche là tout de suite. Hop. Alors, je vais revenir. Tac. Vous faire la petite séquence d'intro. Ok. Alors j'ai testé avec le hashtag BestOfWeb 2018, mais le problème c'est que en fait on a un serveur, tout petit serveur nôtre qui va aller appeler l'API Twitter. Et le problème c'est que on a fait en sorte, on n'a pas pris les tweets avec les images parce que c'était pas, on n'arrivait pas à faire ce qu'on voulait avec. Du coup, je vais prendre un autre hashtag. Donnez-moi un hashtag, par exemple un truc un peu populaire idéalement pour que j'ai du contenu. JavaScript, très bien. Hop. J'espère que ça fonctionne. Ça tourne sur Heroku. Du coup, j'espère que le Dino App, ouais, ça a l'air d'être bon. On va pouvoir lancer l'application. Donc là, évidemment, vous n'avez pas le rendu VR parce que j'ai pas de matériel de VR. Mais voilà, on a donc une scène 3D dans laquelle on peut regarder. Et on a les tweets qui s'affichent. Donc on va simplement tout droit dans une scène pour l'instant. Hop, je peux ralentir si jamais j'ai envie. Never do well true console poop, ou pourquoi pas. Des gens qui cherchent du travail. Enfin, voilà, ça a été notre application je vais le mettre en plein écran pour la forme. Ça a été notre application notre rendu de projet de fin d'études. Ça a été beaucoup de recherche en fait parce qu'on était assez mauvais à ce moment-là. Donc on a fait en sorte de pouvoir avoir quelque chose qui marche et de présentable sans avoir forcément une architecture solide. Je vous donnerai le lien vers le repo, mais prenez pas ça pour la vérité absolue. L'architecture elle est horrible, donc vous partez pas là-dessus si jamais vous aviez envie de faire quelque chose. Hop. Tac. Pour arriver un peu vers la slide un peu rabat-joie, faut pas oublier que la VR ça évolue vite, très vite, et les specs W3C quand même beaucoup moins. Comme je vous ai dit, il y a du matériel qui arrive en permanence pour, euh, pour améliorer en fait l'expérience de l'utilisateur. Et si on n'a pas une spécification W3C, en fait, on va se retrouver à avoir le problème qu'on a eu avec les vendors préfixes sur des dizaines de navigateurs différents, enfin des dizaines, les navigateurs principaux, les versions différentes, etc. Et en fait, on risque d'avoir un souci de compatibilité d'un navigateur à l'autre, d'une architecture complexe à maintenir, etc. Évidemment, la rétrocompatibilité, c'est un peu compliqué de parler de rétrocompatibilité, évidemment, parce que on va clairement pas faire tourner des applications WebVR sur Internet Explorer 11. C'est pas une bonne idée. D'autant plus que les navigateurs qui possèdent pas les outils nécessaires, en fait, on va avoir besoin de polyfill. Et pour la WebVR, en fait, il y a un problème parce que c'est pas rapide, c'est pas natif, c'est pas le navigateur qui implémente la spec. Du coup, c'est lent et en fait, on perd beaucoup de FPS là-dessus et c'est un peu gênant. Également, on a un côté performance critique qui est encore à atteindre pour tout ce qui est WebAssembly. Il y a l'outillage qui arrive, qui est de plus en plus supporté. Unity, par exemple, propose un export WebGL, WebVR nativement depuis Unity. On peut embed une application Unity en WebVR dans un navigateur. Ils ont fait leur compote pour que ça se passe bien et c'est relativement efficace. Mais pour faire en dehors de ça, simplement une application JavaScript par exemple, on manque un peu d'outillage. WebAssembly c'est encore un peu hésitant et c'est compliqué également côté comment dire rétrocompatibilité, compatibilité tout court. Il y en a certains, il y a encore des flags à activer, c'est pas forcément stable, c'est pas forcément sécurisé encore non plus. Il y a des failles qui sont trouvées. Donc ouais, faut pas oublier que faut faire attention à qui on va afficher cette comment dire, cette expérience interactive. Alors, je sais pas combien de temps il me reste. Plein, parfait. En fait, je vais vous montrer. Donc ça, c'est la fin la fin de la slide. Vous avez le lien vers l'application. Le repo, il se trouve sur le repo de Pierre Charles, github.com/pierrechls. Vous trouverez le repo. Je suis bien à la dernière slide, effectivement. Du coup, je vais vous montrer une petite expérience que j'ai faite. Donc, il y a je sais pas si vous connaissez, en octobre, il y a le Inktober. En fait, le but, c'est de faire un dessin par jour, tous les jours pendant le mois d'octobre. Les gens de mon école sont assez créatifs et
l'ont fait de leur côté. Et moi, je me suis dit, bon, bah, je vais essayer de le faire, de tenir le rythme pendant tout le temps que j'ai tout le temps enfin, aussi longtemps que je peux, tout simplement. Et en fait, j'ai fini par le faire pendant 4 jours, voilà, au lieu de 31. Mais je suis assez fier de moi, et en fait, j'ai décidé d'utiliser iframe, non pas avec Vue, mais avec React ce coup-ci. Euh, donc j'ai utilisé un truc qui s'appelle iframe React Boilerplate, donc qui a été fait par le créateur de iframe. En fait, on a un petit index simplement. Donc voilà, on a une scène, on va pouvoir lui passer des arguments pour. Ah oui, pardon, effectivement. Hop, voilà. On va avoir donc des components React réutilisables. ASset, c'est pour faire la gestion enfin le téléchargement d'assets de manière asynchrone, c'est géré tout seul par iframe, c'est pratique. Et en fait, voilà, j'ai créé, là pour le coup, j'ai sorti le côté système de iframe et je l'ai mis moi de mon côté dans React. Les entities, c'est les entities que je vous ai montré tout à l'heure, c'est exactement la même chose. Et ensuite, c'est composé comme vous le voyez ici. Là, le but, c'était de pouvoir montrer. Alors, je les ai plus en ligne, malheureusement, il faudrait que je les remette en ligne. Le but, c'était de faire des espèces d'oiseaux blancs en fait qui volent très vite sur un plan 2D. Et bon, au final, c'est juste des cônes qui courent sur l'écran, mais c'est assez joli à voir. Et je voulais simplement vous montrer en fait le côté architectural de la chose. Donc j'ai décidé d'en faire un manager comme on ferait dans C++ par exemple, un truc vraiment orienté objet, parce que c'est ça que j'ai eu l'habitude de faire jusque-là. Euh, j'utilise le côté pratique du lifecycle React, par exemple le component didMount qui va me permettre d'avoir un point de départ pour mon application. Et à partir de là, je vais avoir tout un tas de fonctions utilitaires, donc du random avec un minimum. Et alors voilà, ça c'est tout un tas de calculs savants, absolument, avec du random et un peu de polynômes pour juste avoir des courbes un peu jolies. Euh, et en fait, voilà, tout simplement, je vais set mon state. Euh, mon oiseau, quand il va avoir fini son mouvement, en fait, il va s'auto-détruire. Et du coup, ça va simplement trigger la suppression de l'élément dans le state. Vous voyez que c'est quand même des patterns que vous retrouvez tous les jours quand vous faites du dev front-end en JavaScript. C'est assez simple à prendre en main finalement. Architecturalement, c'est pas forcément évident à imaginer, mais je trouve que je m'en suis pas trop mal sorti. Voilà, par exemple, simplement je map sur mon étage et tous mes oiseaux. Ensuite, je crée un component oiseau. Donc, il va être hop, un cône. Voilà, j'ai décidé que c'était un cône, qu'il avait une couleur, qu'il avait un radius en haut et en bas. Donc, un cône, c'est un truc comme ça, quoi. Et il va suivre une courbe. Alors la courbe, voilà, c'est pour vous montrer un peu l'écosystème de iframe. Tac. Voilà, donc j'ai alongpath, donc qui va me permettre, alongpath et curve qui vont permettre de créer des courbes de Bézier, des courbes cubiques, enfin tout un tas de trucs de synthèse d'image, et de pouvoir faire suivre mon élément sur une courbe. Grid helper pour avoir quand vous travaillez sur la 3D que vous n'avez pas d'éléments, enfin de repères, en fait c'est dur de savoir ce que vous faites, donc c'est bien d'avoir une grille en fait qui va vous permettre de quand même repérer si jamais vous êtes en rotation par rapport à l'axe 0, si vous bougez, si vous êtes en déplacement, parce que des fois si vous avez par exemple une caméra qui suit un objet, que cet objet il est juste dans une skybox et qui se déplace, vous en rendrez pas compte parce que la skybox elle va pas bouger, l'objet il va se déplacer dans son repère, mais en fait finalement vu que la caméra elle est liée à votre joueur, vous n'allez pas pouvoir repérer de changements nets. Voilà, après des systèmes de particules, il y a tout un tas de choses disponibles sur le site d'iFrame, une communauté assez florissante. Ça fait un petit moment, j'avoue maintenant, que je m'y suis pas vraiment remis. Évidemment, je me suis replongé dedans pour cette conférence. Euh, mais voilà, vous avez ça tourne toujours, vous voyez. En fait, le moment où il y aura plus de tweets, l'expérience va s'arrêter et tant qu'il y en a, ça tourne. Bon, sur un hashtag aussi célèbre que JavaScript en général, je pense que je devrais pouvoir m'en sortir assez longtemps. Simplement, je ne sais pas si je l'ai là, l'inspecteur, voilà, pour vous montrer l'inspecteur de iframe, qui est quand même un outil assez efficace. Donc là, vous voyez ma caméra avec son frostom. Donc le frostom, c'est l'espèce de pyramide là que vous voyez, les quatre rayons jaunes qui partent. Je sais pas si on les voit bien, ouais, ça va. Donc vous allez pouvoir la déplacer. Et puis, c'est pas du tout la caméra, ça. Voilà, où je peux décider de bouger ma boîte, de la scale. J'ai tous les éléments qui sont disponibles ici pour m'amuser. Oula.
D'accord. Puis voilà, tous les components que j'ai, je peux les ajouter. Tous ceux qui sont chargés en tout cas actuellement dans iframe. Pour vous montrer simplement, hop, voilà, la petite démo avec la boîte, c'est ça. Vous avez donc mon logo qui est chargé, des entités, et puis voilà, un curseur listener qui va, donc vous allez avoir votre petit élément au centre de votre écran, puis quand ça va recaster, et quand le rayon va toucher quelque chose, voilà, là je register un component qui est mon curseur listener. On lui donne un schéma, donc quels arguments on lui passe. Euh, et après, il y a tout un tas de fonctions dans le lifecycle qui vont vous permettre en fait de faire ce que vous avez à faire. Vous pouvez tout à fait vous dire que vous voulez bind votre état Redux avec l'application et en fait vous pourriez accéder à tout votre état si jamais vous en aviez besoin. Le passage par argument dans les fonctions, c'est assez pratique et iframe aide pas mal à justement pouvoir injecter des informations que vous avez dans les composants. C'est à peu près tout ce que j'avais à vous présenter aujourd'hui, donc si vous avez des questions, je suis ouvert à ça, bien évidemment. Merci. Alors justement les questions, on a trouvé un peigne dans un pochette en cuir et à côté personne l'a revendiqué, donc c'est à toi. Je vais te le donner, je vais tout bien te le donner. Quelle gentillesse. Et donc maintenant les questions. On a quelques Tout à minutes fait. pour les questions. On a une question là-bas. Ouais, bonjour, je voulais savoir, à mon avis on t'a déjà demandé, mais le projet, est-ce que vous avez pensé à faire en réalité augmentée aussi? Alors, on n'avait pas forcément, on voyait pas trop le use case, à vrai dire. Notre projet, enfin, on pouvait effectivement faire de la réalité augmentée au sein de ce projet, mais on n'a pas vu la nécessité et on n'avait pas forcément les technologies comme on a aujourd'hui que propose par exemple AirKit sur Apple, qui est quand même quelque chose de très très efficace par rapport à ce qu'on avait à l'époque. Et sur le web, tu vois la réalité augmentée, il y a quelque chose Alors, comme la VR? il existe des choses sur navigateur, mais c'est pas des API natives, me semble-t-il. Il y a des librairies pour faire ça, mais c'est du coup voilà, c'est pas natif et c'est un peu le problème. C'est toujours ça le problème. Après, en général, en réalité augmentée, on a des rendus assez faibles. Ça va être un petit modèle 3D avec un fond de vidéo qui va être ta caméra, et en général, tu peux t'en sortir avec peu de choses. Mais effectivement, si tu veux te lancer sur quelque chose de très complexe avec la reconnaissance, avec de la reconnaissance d'image pour pouvoir faire du tracking par exemple, là tu vas avoir besoin de computer vision, tu vas avoir besoin de WebAssembly, tu vas avoir besoin de WebGL, et donc c'est quelque chose qui est encore pour le coup vraiment assez balbutiement là sur mobile. Salut, merci pour le talk. Salut. Je me permets deux toutes petites questions. La première, Ouais. c'est est-ce que iframe embarque un moteur physique et sinon, est-ce que tu sais s'il y a des solutions matures de moteur physique en JS? Et j'enchaîne juste rapidement la deuxième, comme ça tu as le temps d'y réfléchir. D'accord. Étant donné la nature asynchrone des cycles de rendu, est-ce que ça pose problème pour maintenir un rendu par frame en fait dans le moteur? Alors, pour ta première question, les moteurs physiques en JS, alors il y a des moteurs physiques plain.js. On a la chance aussi d'avoir des premiers exports de moteurs physiques en C par Mscripten, par LLVM vers WebAssembly qui permettent donc de meilleures performances. Et il y a des components pour avoir de la physique dans iframe qui se fait tout à fait, et ça marche plutôt pas trop mal d'ailleurs. Tu peux me rappeler ta deuxième question, s'il te plaît? J'ai oublié. La deuxième, c'était pour le côté asynchrone Ah ouais. du rendu, en Yes. fait. Quand on fait un render, ça se fait pas immédiatement et donc on peut pas garantir une Tout à par fait. frame. Tout à fait. Alors, le principal problème du côté asynchrone, c'est effectivement qu'on doit gérer son lifecycle parfaitement. L'architecture, elle doit avoir aucune erreur. Sinon, on a en général, enfin, iframe est assez clément face aux erreurs. On va avoir par exemple un truc pas texturé, on va avoir quelque chose qui sera pas très beau, mais ça marchera. Euh, on fait en sorte de commencer l'application quand on a chargé tout ce qu'on a à charger. On peut pas faire comme du vrai DOM
on peut charger progressivement. Ça marchera pas trop bien en général parce que ça va vraiment se voir en fait sur du rendu 3D. Je sais pas si ça répond à ta question, j'ai pas forcément une meilleure réponse. Merci. On va enchaîner du coup avec Xavier.